on va aller sur ce qui s'est passé la semaine dernière entre le Deportivo Riestra et Vélez Sarsfield, le leader du championnat d'Argentine, puisque vous l'avez sans doute vu, ce club, le Deportivo Riestra, a fait parler de lui, non pas pour ses qualités footballistiques, parce que, bon, voilà, hein, elles sont toujours discutables, mais effectivement, pour avoir encore une fois défrayé la chronique à base de communication en faisant débuter un streamer dans son équipe professionnelle face donc au leader du championnat, Vélez. Un streamer qui est sous contrat avec le club depuis plusieurs mois, qui a participé à plusieurs sessions d'entraînement. Je crois qu'il a participé en gros à 5 ou 6 entraînements en tout et pour tout avec cette équipe-là. Ce fameux streamer qui s'appelle, son nom de streamer c'est Sprin, son vrai nom c'est Ivan Bouadjerouk, qui était donc inscrit dans l'effectif professionnel de Riestra, parce que pour le coup, ils n'ont rien fait d'illégal là-dessus, c'est-à-dire qu'ils l'ont véritablement inscrit en début de saison dans le système le système, on appelle ça le système Comet en Argentine, d'enregistrement des joueurs. Donc il est effectivement dans le groupe pro. Il s'est entraîné, je disais, 5 ou 6 fois. Et donc il a débuté face à Vélez. Il n'a pas joué très longtemps, non, il a joué 78 secondes, exactement. Et donc, ces 78 secondes, là, n'ont vraiment pas fait rire en Argentine. Effectivement, c'est remonté jusqu'à la sélection et même jusqu'à Chiqui Tapia qui a parlé de manque de respect envers le football. Et pourtant, Chiqui Tapia, en termes de manque de respect envers le football, il s'y connaît. Les joueurs de la sélection en ont parlé, ils ont été très critiques. Déjà, Brian Romero, qui n'est plus en sélection, mais qui était avec Vélez, a été violent à la fin du match. Ils sont tous un petit peu sur la même ligne, sur le côté, il y a des gamins qui donnent leur vie pour essayer d'avoir le rêve d'être pro et qui ne le seront jamais, et voilà ce que l'on donne aussi. Donc il y a ce côté un petit peu spectacle un peu chelou qui est donné par le club. Tout le monde est absolument vent debout contre cette décision purement commerciale. Et d'ailleurs, le club n'a absolument pas nié que c'était une opération commerciale. Mais voyant que c'était quand même un petit peu le bad buzz, hein, pour dire les choses très clairement, le club a demandé pardon. Ils ont publié un communiqué de presse dans lequel ils disent bon bah malheureusement cette action marketing n'a généré que des opinions négatives. On souhaite présenter nos excuses les plus sincères à ceux qui se sont sentis offensés. À aucun moment nous n'avons voulu manquer de respect au club Atlético Vélez Sarsfield ni au football argentin en général. Ils nous expliquent que en fait les deux entraîneurs s'étaient mis d'accord dans la semaine, que les deux capitaines aussi en avaient discuté dans la semaine, qu'en fait tout le monde savait qu'il n'y avait pas de problème. Et alors, c'est absolument fantastique dans ce communiqué de presse, ils essayent de justifier ce choix. De pourquoi avoir fait appel à un streamer pour jouer quelques secondes un match. Et ils sont allés jusqu'à citer Florentino Pérez. Tout simplement, le président du Real, en nous expliquant que, bah oui, Florentino Pérez a déjà dit qu'il y avait un désamour des plus jeunes envers le football et que donc il fallait trouver d'autres moyens d'attirer les jeunes vers le football, trouver d'autres portes d'entrée et que faire jouer un streamer qui est populaire auprès de cette classe d'âge pouvait leur permettre de venir découvrir le football. Et donc d'entrer dans ce sport, d'attirer un nouveau type de spectateurs. Bon. Attirer un nouveau type de spectateurs sur un match du Deportivo Riestra. Voilà, reste que derrière ce bad buzz, il y a quand même des choses un petit peu plus complexes qui sont en train de traîner derrière, parce que déjà, il y a une première chose qui a été décidée par la fédération. Vous n'arriverez pas à lire hein, si vous voyez l'image, mais c'est pas le but. C'est juste pour vous montrer que la direction, le bureau de l'AFA a lancé une enquête, une procédure auprès du tribunal d'éthique, parce que, voilà, par rapport à ce comportement-là, mais bien plus important, bien plus grave peut-être, le bureau du procureur qui est spécialisé dans les jeux de hasard, vous allez tout de suite voir où on va aller, s'est aussi saisi de l'affaire pour savoir si cette stratégie marketing n'était pas une simple possibilité d'attirer des parieurs vers des plateformes de paris sportifs, pas forcément toutes légales. Pourquoi ? Parce que quelques semaines, quelques jours avant que on sache que, enfin quelques jours avant que le joueur débute véritablement ce match, il y a eu des plateformes qui ont lancé des paris pour l'entrée en jeu ou pas de sprint. En fait, il y a eu deux aspects sur les paris sportifs. Le premier pari, c'était
Est-ce qu'il va débuter? Et vous le voyez avec une cote à 2,5. Et cette campagne de paris sportif s'appelle El Sueño del Pibe, le rêve du gamin, hein, tout simplement. Donc oui, une cote à 2,5 sur un site de paris sportif, sur plusieurs plateformes. Et surtout, on a vu aussi des mouvements, des paris qui ont été ouverts quant à un éventuel changement dès la première mi-temps. Alors vous savez, vous êtes des suiveurs du foot, à quel point les changements en première période sont extrêmement rares, éventuellement sur une blessure ou un changement tactique. Et donc, ça s'est produit au bout de 78 secondes. Donc, il y a toutes ces choses-là, ces mouvements d'argent qui ont été faits et ces paris qui ont été ouverts sur un changement précoce. Il y a eu toute cette histoire de campagne de est-ce qu'il va débuter ou est-ce qu'il va pas débuter. On voit le truc venir. Donc, il y a une enquête qui est ouverte et il y a 2 personnes qui, pour l'instant, sont directement visées par le procureur, hein, le procureur dont j'avais le nom, Juan Rosas. Ces 2 personnes sont El Ogro Fabiani, l'entraîneur du Deportivo Riestra. Vous vous souvenez, j'en avais déjà parlé de lui justement quand on évoquait cette histoire-là, où il disait dans le tweet, hein, j'avais écrit que la réaction de Fabiani au fait que Sprint allait peut-être débuter, c'était « il vend des canettes et moi, c'est les canettes qui me payent ». Voilà. Donc s'il veut venir, qu'il vienne. Voilà, c'était sa réaction. Donc il est dans le viseur du procureur et Sprint évidemment aussi, parce qu'il y a cet enjeu-là, cette double approche. Est-ce qu'ils n'ont pas essayé de faire une campagne de com pour attirer les plus jeunes vers les paris sportifs, ce qui est donc illégal? Et est-ce qu'il n'y a pas aussi des mouvements un peu chelous qui ont été faits au niveau de tout cela? Donc vous voyez que l'affaire qui était entre guillemets rigolote, est un petit peu plus sérieuse, d'autant que Juan Rosas s'est exprimé et il a clairement expliqué dans quel cadre les deux personnages principaux de cette affaire étaient impliqués, étaient suivis, et l'enquête était menée sur eux. Il se base, je vais le citer, je vais le lire parce que c'est compliqué, sur l'article 301 bis du Code pénal qui dit « Quiconque exploite, gère, opère ou organise de quelque manière que ce soit par lui-même ou par l'intermédiaire d'un tiers, une forme ou un système de jeu sans l'autorisation pertinente délivrée par l'autorité juridictionnelle, sera condamné à une peine de 3 à 6 ans de prison. » Alors on est parti en rigolant, on est parti sur du bad buzz. Si il est avéré que cette histoire-là a servi pour attirer et pour générer des paris sportifs qui n'ont rien de légal, les 2 hommes risquent de 3 à 6 ans de prison. Voilà, pour faire court et pour résumer un petit peu la situation concernant l'arrivée, les débuts de Sprint. On va s'intéresser à ce Deportivo Riestra qui, pour le coup, doit sa présence dans l'élite uniquement, principalement au fait qu'on joue à 28 et qu'on ait 68 clubs professionnels, parce que c'est un chiffre qu'il faut toujours rappeler. 68 clubs professionnels dans les 2 premières divisions argentines. Mais surtout, et c'est là où ça devient aussi intéressant quand on commence à regarder un petit peu l'historique du Deportivo Riestra et qu'on regarde un petit peu et qu'on utilise justement cette affaire pour faire un focus sur ce club, il montre aussi l'une des dérives potentielles et du danger que représentent les SAD dans un pays qui est gangréné par les magouilles et les corruptions. Et justement, on avait déjà parlé des SAD, j'avais déjà dit que le Deportivo Riestra était une SAD qui ne voulait pas le reconnaître, quoique un petit peu. Et justement, on va regarder un petit peu l'histoire du club. Alors, historiquement parlant, le Deportivo Riestra est un club qui doit son nom d'ailleurs à un ancien ministre des Finances, ne rigolez pas, mais c'est vrai, Norberto de la Riestra, qui était ministre des Finances sous la présidence de Santiago Derqui et de Nicolás Avellaneda, donc c'est en fin du 19e siècle. Il a d'ailleurs siégé au Congrès argentin jusqu'à sa mort en 1879. Il y a une rue qui porte son nom. Donc c'est ici que l'association, et j'insiste sur l'association, comme tous les clubs de football argentins, ou presque, a été fondée en 1931 par ceux que l'on appelle les muchachos de Riestra, les enfants de Riestra, les garçons de Riestra. Donc le club est anonyme pendant très longtemps. À partir de 1946, il intègre l'association du football argentin, connaît un moment assez critique dans les années 90 lorsqu'il est à l'époque le plus mauvais club de Primera D, de 4e division argentine. Et il est d'ailleurs aux portes de la disparition, tout simplement. On parle de potentielle désaffiliation du Deportivo Riestra à ce moment-là. En 1981, il est aussi menacé par la dictature. Vous connaissez l'histoire de San Lorenzo qui perd son stade justement avec la dictature argentine,
pour le vendre, c'est un carrefour hein, à la place. Il y a eu un combat, on en a parlé sur Hello. Riestra aussi hein, voit ses terrains expropriés. Et donc voilà, pour construire une autoroute. Il y a une autoroute qui passe à la place des terrains de Riestra. Bref, en 2013, donc, tout va changer. Et tout va changer après l'arrivée d'un homme. Cet homme, c'est lui, c'est Viktor Stinfal. Alors, vous ne le connaissez peut-être pas, mais Viktor Stinfal, quand il était jeune, il voulait être footballeur. D'ailleurs, il a été gardien remplaçant à la Nueva Chicago. On a retrouvé des images de lui, vous le voyez en rouge, sur le banc de touche, il était gardien de la Nueva Chicago. Donc voilà, et il a donc très vite compris qu'il ne ferait pas carrière, et donc il a lâché le foot pour se lancer dans le droit. Et il s'est fait vraiment connaître en Argentine en tant qu'avocat pour plusieurs raisons, parce qu'il a d'abord été, en gros, un petit peu l'avocat, vous allez voir, l'avocat de personnages très particuliers. Il a été l'avocat d'un braqueur célèbre de banque qui s'appelle Luis Algordo Valor. Il a été l'avocat de José Barrita, qui était l'un des leaders de la Doce, qui est depuis décédé. Il a été l'avocat de William Schenker, l'un des membres de la d'une des barras de River, qui était dans une affaire de meurtre. Il a été l'avocat d'un trafiquant d'armes syrien. Donc vous voyez, voilà, il était toujours sur des personnages très particuliers, ça c'est en soi pas un souci. Il a aussi quand même été l'avocat de Carlos Telieldin, qui est appliqué dans un attentat contre l'association mutuelle israélite-argentine en 1994, un attentat qui a fait 84 morts et 230 blessés. Et il y a des affaires un petit peu obscures derrière à propos d'argent qui aurait été détourné par rapport à cela. Voilà, il est connu pour défendre généralement des criminels. Bon, ça en soi pas un problème. Il y a quelques soucis quand même, je le disais, avec ces histoires, avec Carlos Tellieldi notamment, mais il y en a une autre aussi, c'est qu'il était l'organisateur d'un festival techno qui s'appelait Time Warp. Alors je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est un festival techno qui a eu lieu à Buenos Aires en 2016 et il y a eu 5 morts. Dans cette histoire, il a passé 70 jours en détention avant finalement d'être acquitté. Donc voilà, il y a des affaires, il y a des choses un peu obscures autour de lui. Et en matière de football, Viktor Stinfal, avant d'être celui qui allait reprendre le Deportivo Riestra, il est surtout connu parce que, il est proche de Daniel Angelici, ancien président de Boca, et c'est surtout le 2 qui est important, il a été à une époque l'avocat de Diego Armando Maradona. Il a donc un gros réseau en matière de football, et c'est donc lui qui arrive à la tête du Deportivo Riestra en 2013, par l'intermédiaire d'une société qui s'appelle Energy Group. Energy Group, c'est terrible pour eux, je vais leur faire de la pub, c'est génial. Energy Group, c'est une entreprise qui produit notamment une boisson énergétique qui s'appelle Speed. Voilà, et vous le voyez sur tous les maillots de Riestra. Est-ce qu'on le voit sur le maillot de Sprint? Attendez que je remette l'image. Oui, on le voit. Voilà, c'est cette marque-là qui est sur les maillots, et je vous raconterai des choses sur les maillots dans un instant. Bref, il arrive donc mi-2013 pour prendre ce que l'on dit le contrôle opérationnel du football. Et alors, la chose rigolote, justement, c'est que comment il arrive au Deportivo Riestra, c'est qu'à l'époque, il cherchait un club de Primera D qui jouait en noir. Alors vous allez me dire, mais pourquoi en noir? Tout simplement parce que les canettes de Speed sont noires. Et vous voulez voir 11 canettes sur un terrain. Voilà. Je vais continuer sur les anecdotes. Vous voyez ce maillot que porte actuellement le club et que porte le streamer argentin. Vous voyez que c'est un maillot Adidas. Sachez que ils n'ont aucun contrat avec Adidas, que le club joue sur l'image d'Adidas de manière totalement folle. Ces maillots-là, en fait, ils achètent des maillots noirs Adidas génériques. C'est un petit peu comme si vous achetiez les maillots à Decathlon, hein, pour citer une autre marque. Vous achetez votre maillot noir Adidas à Decathlon, et puis dessus, ils font eux-mêmes le flocage, ils brodent les cuissons, et ils font voilà tous les flocages, sponsors et joueurs. Et tout le monde croit que le Deportivo Riestra est sponsor par Adidas. Non, il n'y a que 2 clubs Adidas en Argentine, c'est River et c'est Boca. Donc c'est totalement délirant, tout le monde laisse faire, et personne ne dit rien là-dessus. Bref, donc vous avez compris, Deportivo Riestra, une boisson énergisante avec des canettes noires, un club qui joue en noir. Il prend ce club-là, il injecte des ressources, et alors ce qui est assez drôle, c'est qu'il n'est pas le président du club, hein, mais le président du club, lui, sa gestion, c'est uniquement les questions non footballistiques. Alors pour un club de foot, je ne sais pas trop ce que c'est. Mais bon, bref. Et bien qu'il y ait eu des changements au sein du conseil d'administration, hein, depuis 2013, depuis 10 ans, toutes les décisions professionnelles,
tous les contrats, c'est Victor Stinfeld qui les gère, pardon. C'est lui qui gère les contrats, c'est lui qui finance les contrats, notamment celle de Fabiani qui vous disait si on vend des canettes, c'est ce qui me paye, exactement, parce que c'est Stinfeld qui le paye. Le Deportivo Riestra, c'est un club qui a 950 sociaux cotisants sur les 2000 inscrits. Donc vous voyez que ce n'est pas avec ça qu'ils vont survivre, certainement pas en première division. Et donc, on est clairement sur ce qu'on appelle une SAD, c'est-à-dire un club de foot qui appartient à une entreprise privée. Le club a donc gravi les échelons très rapidement, je le disais, il a souvent bénéficié quand même du fait que la première division s'élargisse. Il a aussi bénéficié de matchs un petit peu chelous. Je vous invite à aller chercher sur YouTube notamment, peut-être que je mettrai des liens, je ne sais pas. Vous remarquez, je vous invite à aller chercher sur YouTube, je ne sais pas s'il y a le match. En 2017, il joue la finale pour la promotion face à un autre club qui s'appelle Comunicaciones. Il y a eu 1-0 à l'aller. Il mène au retour 2-0. Et là, des gens décident, notamment des joueurs qui n'avaient pas été convoqués, décident d'entrer sur le terrain pour faire arrêter le match, tout simplement, à 5 minutes de la fin. Il y avait eu des choses totalement lunaires sur ce match face à Comunicaciones. Pour vous donner une idée, on a appris après, et la télé avait remarqué qu'il y avait des trucs étranges sur le terrain à ce moment-là. Ils avaient agrandi les surfaces de réparation. Elles étaient plus grandes que le règlement ne l'imposait pour essayer d'obtenir plus de pénaltys s'il en fallait. Tout est lunaire avec Riestra. Bref, l'arbitre avait mis fin au match. On pensait que la logique est que le règlement voulait qu'ils aient match perdu, forcément. Normalement, ils doivent avoir match perdu là-dessus. Sauf que non, ils n'ont pas eu du tout match perdu là-dessus, le Deportivo Riestra. Ils ont décidé que les 5 minutes qui restaient à jouer devaient être rejouées. 5 jours plus tard, dans un autre stade et à huis clos. Forcément, le résultat n'a pas changé. Le Deportivo Riestra a été promu. Et bon, on leur a dit quand même, non, mais c'est pas bien ce que vous avez fait. On leur a mis 20 points. 20 points de déduction pour la saison suivante. On a fini par ramener à 10 points parce que bon, voilà. Petite anecdote marrante, et là pour le coup, il y a la vidéo sur YouTube, je vous invite à aller la voir. Riestra, cette année, a retrouvé Comunicaciones, c'était en Copa Argentina, c'était en février dernier, il me semble. Je vous invite à voir comment s'est déroulé le match. Vous verrez notamment que Riestra s'est imposé à la 99e minute sur un penalty qui n'existe pas du tout. Sachant que, la chose assez rigolote là-dessus, il devait y avoir que 6 minutes de temps additionnel parce qu'il n'y avait pas de VAR sur un match de Copa Argentina et on a décidé de jouer 3 minutes de plus. Bon, bref, voilà. Que des choses assez amusantes avec ce club-là. Bref, ils sont montés, ils sont montés à l'étage du dessus, ils sont relégués et puis ils remontent très très vite parce que la fédération décide que finalement, au lieu de 2 promotions, on va en faire 5. Donc ils continuent de remonter. Et puis, ils finissent par arriver jusqu'à la deuxième division et donc, finalement, à atteindre l'élite, chaque fois au prix de plus d'équipes dans la sélection, dans les divisions supérieures. Et puis, on arrive à monter parce qu'on n'est pas trop mal classé. Tapia ne fait absolument rien dans tout ça. Et tu vas voir pourquoi Tapia ne fait rien. J'ai vu dans le chat que ça évoquait le stade. Alors, le stade de Riestra, voilà, il est là. Il est à Buenos Aires, il est ici. Le stade que vous voyez au premier plan, c'est tout simplement le Nuevo Gasómetro, le stade de San Lorenzo. On est à Barro Flores, qui est un des quartiers les moins sympas, pour le coup, de Buenos Aires. N'y traînez pas la nuit, vraiment, pour le coup. Et donc, le petit stade planqué au fond derrière, que l'on voit derrière le Nuevo Gasómetro, c'est le stade de Riestra. Si vous voulez le voir d'un petit peu plus près, ça donne ça. Le Deportivo Riestra ne peut jouer que en plein jour parce qu'il n'y a pas de système de lumière dans ce stade. Le stade compte à peu près 3000 places. Vous imaginez qu'il n'est pas forcément tout le temps plein. Et donc, je le disais, il n'est utilisé que la journée parce qu'il n'a pas d'éclairage, tout simplement. Et donc, c'est un stade surtout qui ne remplit pas le cahier des charges fixé par la Ligue argentine. Et pourtant, j'entendais la question, Tapia ne fait rien. Bah non, Tapia ne fait rien parce qu'il y a déjà un autre stade qui a eu une telle dérogation parce qu'il ne remplit pas le cahier des charges fixé par l'AFA. C'est le stade de Barracas Central. Barracas Central, le club de Tapia. Donc s'il tape sur l'un, il doit taper sur l'autre. Bref. Voilà donc l'histoire de ce Deportivo Riestra, le club aux 950 sociaux qui est géré comme une SAD, qui continue de faire le bad buzz parce que c'est un peu son lot, vous vous souvenez. Vous allez forcément vous en souvenir. Si je vous remets cette image-là, vous vous souvenez de ce garçon Matteo Apollonio, 14 ans, eh bien c'était Riestra qui l'avait lancé aussi pour faire parler de lui, c'était face à Newell's. Et donc, voilà.
c'est un club qui aime générer du buzz, qui aime qu'on parle de lui. On vient de le faire, pas forcément en bien, mais bon. Mais vous voyez que donc, indépendamment de ce qu'on pense de SAD, il n'est pas question forcément de se dire ah le vilain capitalisme et tout, mais regardez ce que ça peut donner une SAD quand un homme, un seul, qui est pas forcément toujours très clair dans les intentions, décide de faire ce qu'il veut. Voilà ce que ça donne avec le Deportivo Riestra. Et comme on le disait, au niveau de l'image du football argentin, bah voilà, ça pique un petit peu.